Bienvenue sur le Brap Show avec Mr. Brap, la sensation internationale de TikTok qui compte maintenant 16,8. 16,8 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné à son TikTok, vous êtes en train de rater. Il y a déjà 16 800 personnes qui se régalent et qui se tapent des barres tous les jours. Donc, il faut y aller. Et nous, on va parler du Supercross, de toute la saison de Supercross 2024, parce que ça y est, elle est arrivée à son terme. Et nous fêtons également 1 an de Brap Show, parce que notre premier épisode, c'était le review du Supercross 2024. Alors, c'est peut-être pas 1 an jour pour jour, mais ça s'est fini à peu près à la même période l'année dernière. Donc bon, à une semaine près, on est sur 1 an de Brap Show. Donc joyeux anniversaire au Brap Show. Et merci comme d'habitude à MGT Design, qui nous suit depuis le tout premier épisode. Et merci évidemment à MGT Design Racewear qui nous suit depuis le tout 1er janvier. Et MGT Design Racewear qui va vous faire gagner aujourd'hui à vous, enfin à l'un d'entre vous, une tenue 200% perso. Car certains d'entre vous ont donné vos pronostics pendant une bonne partie de ce championnat de Supercross. Et il est temps de tirer l'un des bons pronostics au sort pour faire gagner cette tenue 200% perso. On a eu 10 bons pronostics qui ont été donnés au cours des différents épisodes. Et on va tirer ça au sort très prochainement. Mais avant, on va quand même parler un petit peu du principal de cette finale 250 qui a vu notre Tom Vial national remporter son 2e titre de champion Supercross US côte Est. Non pas sans l'aide de RJ Hampshire. Parce qu'à la régulière, Tom était battu quand même samedi dernier à Salt Lake City. Mais Hampshire a explosé. Ouais, clairement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y aille tout de suite, en fait. Je pense qu'il a été un peu trop pressé, le garçon, parce qu'il restait quoi, quand même 5 minutes à ce moment-là. Ouais. Mais bon, après, je pense qu'il sait aussi qu'il n'avait peut-être pas spécialement le dessus, et encore, parce que de la façon dont il revenait, tu vois, il pouvait justement penser qu'il était au-dessus un peu de tout le monde, là, et que du coup, il n'avait pas besoin d'aller forcément envoyer un mec dehors, tu vois, pour gagner. En fait, j'ai écouté le récap de Pulp MX et j'avais zappé, mais je crois qu'RJ était 2 points encore derrière Amaker avant le début de la finale. Donc s'il doublait Amaker à ces positions-là, ils étaient à égalité de points, sauf qu'Amaker, il a gagné 2 finales. Donc il avait besoin d'intercaler quelqu'un entre deux. Donc en fait, il avait un peu besoin que Amaker tombe, et plutôt que de le doubler et d'attendre 5 minutes de voir s'il tombe, il a essayé de le faire tomber lui-même, quoi. Ok, ouais, j'avais pas ce paramètre-là en tête là à ce moment-là. Moi non plus, ouais. Mais bon, bah du coup, ouais, ça prend du sens. Effectivement, il n'a pas attendu de passer devant, de jouer un peu au chat et à la souris, et il a voulu le take-out direct, et au final, il s'est take-out avec. Donc, puis après, tu vois Tom passer tranquillement, tac, 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 et filer vers un 2e titre SXUS. Ne vous souciez pas de moi, je veux pas déranger. Du coup, Tom Vial, 450 en 2026, il n'y a plus le choix. Ouais. Que ce soit les US ou si jamais il voulait retourner en Europe, c'est 450 en 2026. En Supercross. Ouais, je pense qu'il va avoir une place du coup chez KTM là. Tu penses ? À mon avis, oui. Mais il y a potentiellement un Tomac aussi qui se ramène chez KTM, j'avais oublié ça. Il paraît, j'ai vu sur Facebook aujourd'hui, que le test a lieu cette semaine en Arizona pour Tomac et KTM. Après, la source est absolument pas fiable, je sais plus. C'est une page que je connais ni d'Adam ni d'Eve qui a dit ça. Mais bon, peut-être. Ouais, parce que KTM, ils ont jamais aligné 3 pilotes en plus en 450, donc. Ils l'ont jamais fait. Je sais pas, si, parce que Plessinger, Webb et Musquin, non? Oui, à la fin dans les dernières années de Musquin, ils étaient 3, au moins la dernière année et peut-être même les 2 dernières. Donc peut-être qu'ils vont lui proposer un petit contrat au final, tu vois. Après, on sait que KTM, je sais pas si c'est valable pour KTM aux États-Unis, mais ils ont encore des petits soucis financiers ces derniers temps. On ne sait pas si le team Husqvarna ou le team GasGas ou même les deux vont revenir l'année prochaine. Alors normalement, il devrait y en avoir au moins un des deux et potentiellement les deux, mais rien n'est sûr. Donc c'est vrai qu'ensuite aligner une 3e 450. Après, l'idée du coup, ce serait qu'il y aurait que Juju en 250 et pas de pilote KTM 250 sur une des 2 côtes. Bon, ça réduit un peu les frais, mais ouais, là après, en soi, que ce soit KTM ou pas KTM, il y a des places à aller prendre ailleurs avec toutes les nouvelles marques qui sont maintenant dans le sport.
il y a quelques places à aller prendre en 450. Enfin, Ducati, le team n'est pas encore fait. Tu vois, si Tomac va chez KTM, bah, du coup, c'est qu'il ne va pas chez Ducati. Ces derniers temps, j'entendais plus dire qu'Anderson, au final, ce serait chez Suzuki et pas chez Club MX. Ouais. Donc bon, après, Club MX, c'est pas un team usine, donc ce serait peut-être moins tentant pour Tom. Mais en team usine, bon, on entend du coup parler de probablement Malcolm Stewart chez Triumph. Mais du coup, s'il y a aussi Husqvarna et Gaz, bon, bah, M-Shire, il prendrait l'une des deux et il en reste une pour Tom aussi. Donc bon, il y a potentiellement des places, mais moi, ce qui me fait plus peur, c'est pas trop pour le contrat pour Tom Vial, mais c'est plus pour... Enfin, peur. Après, s'il arrive à décrocher un contrat de 2 ans sur une bonne moto, après, tant qu'il y a la progression, tu peux pas être enfin, tous les rookies peuvent pas être Jet Lawrence et démarrer en 450 en faisant une saison parfaite en outdoor et en gagnant le titre SX. Non, c'est clair. À chaque fois, je reprends le même exemple de Justin Cooper. Je me dis, il peut nous faire une progression à la Justin Cooper. Et au final, enfin, tu vois, j'imagine Tom à la place de Justin Cooper. Bah, c'est beau, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que là, je le vois pas jouer la gagne. Et puis, mais à la fois, même un Justin Cooper, tu vois, je me dis, il a bien progressé sur la fin de saison. Mais je me dis, une fois que tu remets tous les tops, où est-ce qu'il se situe, Justin Cooper? Est-ce qu'il vient quand même s'intercaler devant un Tomac, bon, Roxen, on l'a déjà vu s'intercaler devant, mais les frères Lawrence, je pense etc. qu'il est pas très loin de ce qu'il a fait, Justin Cooper, même si tu rajoutes tout le monde, parce qu'il y en a toujours un qui tombe. Et enfin, tu vois, ça faisait 2 courses et encore à Salt Lake City, il l'a doublé, mais même la course d'avant, il double pas Webb parce qu'il faut pas doubler Webb. Alors après, Webb, il roule aussi probablement un peu sur la défensive parce qu'il protège un titre. Moi, je vais te donner ton titre en fait là pour cet épisode. C'est que Webb, c'était le dernier. C'était le dernier titre. Mais il en est conscient, hein. Il sait que ça va être de plus en plus dur parce qu'il a dit Oui, quand il était sur le podium et qu'il pleurait, il a dit il va l'apprécier parce que ce sera peut-être le dernier, donc il va bien le savourer. Et puis qui pensait ne jamais se retrouver dans cette position-là. Et puis ouais, je crois que aussi il l'a dit. Tu sais, après il se fait interviewer par Justin Brighton et Cynthia Rollo à la fin. Et je crois que là c'est pareil. Il a dit ouais, je suis pas Jet, je suis pas Chase, je suis pas Eli, mais en gros là je suis quand même fier de dire que je suis Cooper Webb ce soir. Et tu vois, je trouve qu'il a vachement en tête. Et je trouve que même dans ses speeches de conférences de presse après les finales, il disait souvent justement que bon, bah, il n'était pas le meilleur, il n'était pas le plus rapide. Tu vois, il l'a souvent dit, il l'a souvent reconnu. Donc après, bon, oui, ça sautait un petit peu aux yeux quand même. Il y a eu des semaines aussi où il a dit qu'il en avait marre d'entendre qu'il n'avait pas la vitesse. Ouais, mais pourtant il en est conscient aussi. Enfin, tu vois, dès le début de saison aussi, il disait qu'il fallait qu'il gagne un peu en vitesse pour se rapprocher d'un Jet Lawrence. Il l'avait vu au SX de Paris. Enfin, tu vois, c'est souvent quand même ce qui revenait, qu'il lui manquait de la vitesse par rapport aux autres. Mais au final, il y a eu quelques sessions d'essais chrono où il était vraiment pas très loin de Chase. Il y en a eu pas beaucoup, mais il y en a eu 2 ou 3 sur la fin de saison où il a su se rapprocher. Excuse-moi, on en était où? Parce que je t'ai un peu coupé. On en était. Enfin, moi, je t'ai sorti le titre, je t'ai dit que Webb c'était le dernier. Ouais, le dernier titre de Cooper Webb. Et avant ça, de quoi parlions-nous? Avant ça, on parlait de Tom Vial en 450 en 2026. Mais après, j'ai envie de dire que Justin Cooper, il était quand même plus convaincant dans son titre quand il a gagné son titre 250 que Tom Vial sur n'importe lequel des 2 titres. Ouais. Bon, c'était pas facile pour Amaker quand même parce qu'il était seul contre 3 pilotes. Ouais, franchement, en vrai, j'ai de la peine pour lui parce qu'il était le meilleur, clairement. Pour moi, là, c'est lui qui le méritait. T'as vu la story de Jet ou pas? Non. J'ai vu sur une vidéo que Jet a mis une story comme quoi, avec une photo de Amaker où il a dit peu importe ce que dit la feuille des résultats, pour moi c'est lui le champion. Belle progression cette année, on les aura l'année prochaine en taguant cet Amaker. Ouais, non, ouais, pour moi il était quand même meilleur cette saison. Et là, pareil, tu vois, même après s'être fait pousser, effectivement, il y avait Baumer qui rentrait dans l'équation, qui l'a bien emmerdé. Et, enfin, comment il rattrape à un moment donné, il a là, carrément la main en dehors du guidon. Donc, tu te dis, wow, comment il l'a sauvé celle-là. Au final, il finit par le doubler. Du coup, il y a Hampshire qui a pu recoller. Il se prend le tampon par Hampshire et au final, il était quand même pas loin de Vial. Tu vois, je me dis, si c'était arrivé à 10 minutes de la fin,
à mon avis, il serait repassé, tu vois, à Macker. Donc ouais, non, il avait fait le job et tout, et là, il s'est fait clean directement par Hampshire. J'essaie de me demander, tu vois, comment on aurait pu éviter ça, mais Ben, moi, j'ai entendu dire sur le récap Pulp MX avec Jason Wagent et Jason Thomas. En Macker, en fait, il a fait tout ce qu'il était censé faire. Il a vraiment coché toutes les cases. Et c'est juste que bah, après, ils étaient à 3 contre lui. Et même Baumer, qui lui n'était pas dans la course au titre, euh, a, a été un facteur très, très important. Pas forcément décisif, mais je pense que le facteur le plus décisif, ça reste RJ Shire. ouais. Mais et c'était dans la petite vidéo de Flo sous le casque où j'entends dire qu'il met un bloc pass à Amaker qu'il a même jamais fait pour son propre championnat, quoi. Baumer. Ouais. Ouais. Je pense qu'il a confondu le vert et le bleu là sur cette interaction. Mais c'est vrai quelle est qu'est-ce que tu en penses en fait parce que les stratégies d'équipe, les consignes d'équipe, ça arrive toujours quand un titre se joue. Et c'est bon, bah, d'un côté business, c'est normal. On en a déjà parlé même l'année dernière. Quand tu es KTM ou Yamaha ou non, c'est KTM et Yamaha qui étaient dans les. Bah, ou Kawasaki. Enfin, le problème, c'est qu'à Maker, il n'avait pas de teammate qui pouvait vraiment jouer un rôle. Mais tu dépenses des millions dans un pilote et tu dépenses beaucoup d'argent dans un pilote numéro 2 et tu es en train de jouer un titre. Tu vas pas laisser ton pilote numéro 2 mettre ça en péril. Mais donc, qu'il y ait certaines consignes, c'est normal. Mais c'est une chose de faire comme Justin Cooper et de dire je vais pas doubler mon coéquipier qui est en bataille pour le titre pour pas lui prendre des points. Et d'être Julien Baumer qui se dit, et c'était probablement pas sa décision à lui seul, mais Julien Baumer qui n'est pas dans. Qui va aller sortir l'adversaire de son teammate dans la finale du championnat. Ouais, je trouve ça un peu moche, mais tu vois, moi je me dis, justement, si on autorise un Cooper de pas passer, c'est de l'anti-jeu aussi, justement, parce que comme on le disait, les valeurs du sport veulent que bah, tu donnes le meilleur de toi-même à chaque fois et que tu puisses pas être sur la retenue et la jouer comme ça. Enfin, Jet Lawrence, il s'est fait sanctionner quand il avait laissé passer Ken Rogzen pour faire des stratégies un peu mathématiques, etc. Donc si t'autorises, si on se dit, bon, bah ça, vas-y, ça passe, bah du coup que le teammate vienne justement faire chier un peu l'autre. Après voilà, il y a toujours une limite où là on est plus que de le ralentir, il est carrément voilà aller le tamponner, presque à le mettre dehors déjà lui ou le mettre par terre en fait. Donc là ça aurait été un peu moche quand même qu'il finisse par terre à cause de Baumer. Mais est-ce que du coup c'est moins anti-sportif parce que dans ce cas-là, Baumer il donne le meilleur de lui-même en sortant à Maker. Bah non, parce qu'en vrai, il donne pas le meilleur de lui-même sur la piste. Il est censé donner le meilleur de lui-même, pas pour foutre par terre les autres, mais pour sortir sa meilleure performance. Et là, en l'occurrence, sur un terrain de motocross, c'est aller le plus vite possible, boucler le plus de tours et finir devant, du coup. Et sauf que là, quand il roule à 2 à l'heure, qu'il se laisse doubler, et qu'au moment où il se laisse doubler, il saute sur le triple, il saute dans l'intérieur pour aller se mettre dans le travers de l'autre. C'est un peu anti-sportif. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, ils font tout ça. Pro Circuit, s'ils n'avaient pas tout ce qui était dans un lit d'hôpital, ils seraient là en train de faire la même chose. Les Honda Boys, là, c'était quand du coup Jet. Attends. Parce qu'il y avait un moment donné où je crois qu'il était question de faire redescendre les frères Lawrence en 250 l'année dernière ou l'année d'avant, du coup, là, pour aider, mais je sais plus qui. Mais il y avait je sais plus. Non, parce qu'il était pas en course pour le titre. L'année dernière, s'ils aidaient quelqu'un, c'était Hymus. Ouais. Hymus. Mais l'année d'avant, la première. Bah non, parce que c'était bien en supercross ou en motocross qu'ils voulaient faire ça. Il y avait il était question de faire descendre les frères Lawrence pour venir s'intercaler. Ou non, l'inverse. De faire monter Hunter Lawrence en 450 pour s'intercaler et aider Jet, je crois. C'était plus dans ce sens-là. Et alors, c'est pas plutôt pour aider Chase en outdoor peut-être parce que Jet il était en 450 quand Hunter était en 250, mais il fait sa saison parfaite. Donc il n'avait pas besoin d'aide. Et en Supercross, Hunter est monté. Alors ouais, ça devait être pour aider. C'était pour aider Chase alors, parce que il me semble en plus qu'il était question des deux quand Chase du coup il se battait avec Tomac. Ouais. Ouais. Et donc si c'était là, il me semble que c'était face à Tomac, c'était pour s'intercaler avec Tomac.
Enfin bref, après, donc, mettre jusqu'à des pilotes sur la piste pour qu'ils s'intercalent en donnant le meilleur de eux-mêmes, oui. il y a pas de mal. Mais les stratégies d'équipe, voilà, c'est pas nouveau. Du Mais temps donc, de Musquin, il a laissé passer, il a laissé une justement, victoire pour la donner à son coéquipier. Enfin, ça a été justement parlé ça donc sur le podcast américain. Et pour toi, que Musquin laisse passer Dungey pour donner 3 points de plus à Dungey et la victoire, c'est la même chose que si Musquin va essayer de sortir Tomac en 2017. Pour toi, les deux, ça, non. Il y en a pas un qui est plus anti-jeu que l'autre. Ah si, d'agir directement sur le concurrent en essayant de le sortir, c'est pire que de laisser son coéquipier. Enfin, quand tu donnes la victoire à ton coéquipier, voilà, c'est une chose. Que quand tu vas vraiment take out l'autre, c'est encore pire. Mais en vrai, moi, tu vois, en tant que spectateur... Mais pour toi, les deux sont dans la même limite, soit au-dessus, soit en dessous de la limite du truc à pas faire, mais même s'il y en a un qui est pire que l'autre, ils sont quand même dans la même catégorie de c'est juste une consigne d'équipe. Ouais. Okay. Ouais, c'est une consigne d'équipe. Mais quoi qu'il arrive, tu vois, moi, en tant que sportif, ça, j'aimerais que ça y soit pas. Et puis parce que justement, ça se fait pas pour celui qui n'a plus de coéquipier. Un maker qui se retrouve seul, ça se fait pas pour lui. Ça se fait pas pour quand tu as un grand groupe comme KTM, qui a KTM, Husqvarna, GazGaz, et qui du coup, 2, 4, 6 potentiellement pilotes contre 1 pro circuit parce que tous les autres sont out. Enfin, tu vois, il y a ça qui rentre en compte. Donc voilà, sportivement parlant, j'aimerais que ça n'existe pas et effectivement que ce soit le meilleur qui gagne, etc. Maintenant, en tant que spectateur, moi, ça m'a fait plaisir de voir un Juju justement venir faire un peu chier. Ça a mis du piment dans ton plat. J'aurais aimé qu'un Sexton fasse la même chose, encore une fois, qui freine encore plus et qui, tu vois, il fasse chier encore plus Webb. Voilà, ça rend la course un peu plus t'aurais préféré palpitante. voir Sexton faire un peu le fourbe plutôt que de le voir perdre, mais en restant quand même intègre. Mais surtout, mais quand c'est un contre un, que c'est Sexton sur Webb, tu vois, ça, il n'y a pas d'anti-jeu là, donc faites-le à gogo, tu vois. Après, ils sont battus hyper proprement toute l'année, et si à la dernière épreuve, il le fait tomber, non, il n'y a pas d'anti-jeu, mais c'est pas cool. C'est pas propre. C'est pas cool, mais encore une fois, c'est pour un championnat et enfin, tu vois, je veux dire en américain. Ouais, mais en même temps, c'est pour un championnat encore une fois, donc ça vaut le coup. Et puis voilà, encore une fois, je te dis pas d'aller tout droit et d'aller tuer l'autre, mais tu l'attends un peu et tu vas le monter très haut dans les bottes de paille, ce qui va amener à une petite chute dans les bottes de paille ou à perdre l'avant ou à caler. Enfin, tu vois, un truc qui va te faire perdre un certain nombre de secondes pour juste essayer d'augmenter tes chances. Ça, moi, je suis tout à fait en accord avec ça. Maintenant, faire un attentat et aller découper l'autre qui risquerait justement de blesser, enfin tu vois, tu blesses pas sur une, enfin le risque zéro n'existe pas, mais tu vas pas blesser sur, tu t'arrêtes dans le virage, hop, en haut du virage, et lui il a rien d'autre où aller, du coup il va prendre ta roue arrière, il va tomber, enfin, ou une petite chute dans les bottes de paille parce qu'il t'a emmené très haut. Voilà, Baumer quand il est tombé avec Digan un peu plus tôt dans la saison là en qualif, voilà, il l'a monté haut. En plus, Baumer, il aurait pu freiner un peu plus. Bon, bref, il le prend, il tombe. Une petite chute comme ça lui a fait perdre quand même pas mal de temps. C'est ça, moi, ce que je lui conseillais de provoquer, en gros, ce que j'aurais aimé qu'il fasse et ce qui aurait pu pas augmenter. Un attentat à la Hampshire, quoi. Ouais, et même pas aussi incisif, tu vois, que ce qu'il avait fait la semaine passée. Où, effectivement, quand on regarde le ralenti, il va vraiment sur la jambe. Je trouve qu'à vitesse réelle, c'est pas choquant. Tu l'as revu depuis qu'on en a mais parlé. je trouve qu'à vitesse réelle, c'est pas choquant. Et c'est vrai qu'au ralenti, tu le vois arriver un peu plus droit, quoi, un peu plus en T. Et la roue avant qui et la roue avant sur la jambe. C'est pas terrible, quoi. Donc c'était un peu violent. Et tu vois, justement, enfin, je pense que on est d'accord que ce contact-là est quand même pire que celui de Digan sur Davies. Sans dire qu'il est dramatique ou quoi. Je suis pas en train de dire qu'il lui a cassé la jambe et que c'est honteux, mais s'il y en a un qui parce qu'il était moins placé. Il était moins placé. Pour moi, Digan, il était placé dans la trace et c'est Davies qui a pas voulu freiner. Il n'y avait pas de place pour deux. Ils sont arrivés tous les deux et donc c'était la suite logique. Que là, il n'était pas spécialement placé devant lui. Enfin, on voit bien qu'il va avec sa roue avant sur. Donc tu vois, justement, pas un truc comme ça, un truc où tu vas vraiment te placer devant et tu vas vraiment le freiner. Et limite t'arrêter, tu vois, enfin comme Villopoto et Jason Lawrence aux essais, je sais plus où, en outdoor, tu vois, c'est vraiment tu te mets devant le gars et tu l'arrêtes et t'essaies que les autres ils viennent en profiter. Après voilà, évidemment c'est au risque que tu perdes une finale aussi, mais encore une fois le niveau qu'avait Sexton ce week-end, pour moi c'était encore une occasion de le faire et potentiellement d'intercaler les gars plus vite que ce que ça s'est fait, parce qu'au final il y en a qui se sont intercalés, il finit quand même 4 du coup. Ouais, il finit 4. Voilà, il avait juste 2 places en plus à prendre, donc bon, c'était un peu plus loin derrière. Mais je pense qu'en jouant un peu au chat à la souris un peu plus tôt, ça aurait resserré plus tôt.
plus de stress aussi qu'il reste 15 minutes et il y a des mecs qui me talonnent. Voilà, Justin Cooper qui est aussi, quand Malcolm Stewart est passé, non, je vais pas le laisser filer, donc je passe aussi. Il y en a déjà 2 qui sont passés. Donc bon, après, quoi qu'il arrive, en vrai, il aurait fallu qu'il y ait 3 positions encore qui se retrouvent en 7e place. Parce que faire ça pendant 20 minutes et que ça marche et tout, voilà, il aurait fallu qu'il se retrouve. C'est plus probable que juste tu pars tout seul devant et tu vas gagner la finale. Ouais, mais après, tu sais, avec le petit bloc passe qu'il met dans les bottes de paille, ça peut faire comme un Hampshire qui se retrouve avec un truc dans la roue arrière, tu vois. Enfin, alors encore une fois, la probabilité est très très faible, mais qui ne tente rien à rien. Non, mais en fait, Hampshire, il voulait pas le gagner, ce titre. Je voulais juste revenir, tant que j'y pense, on reparlera de Webb un peu plus tard, mais tu te rappelles ce qu'il avait mis sur le pitboard, son mécanicien à Sexton la semaine dernière, et tu as vu le t-shirt de Webb Ouais, j'ai vu. Donc pour ceux qui l'auraient pas vu, sur le panneau, le mécanicien avait mis Who's Your Daddy, donc qui est ton papa à Sexton, qui, je sais pas trop, ça se traduit pas trop en français, mais c'est un peu comme pour dire qu'en gros Sexton c'est le patron, quoi. Et sauf que Webb qui gagne le titre là, il avait un t-shirt en disant c'est moi papa. Non, mais surtout que la fois précédente, il lui avait fait la célébration je te berce mon bébé, quoi. Je berce le bébé, ouais. Donc je pense que c'était vraiment en réponse à ça. Voilà, dis-leur c'est qui ton père maintenant, tu vois. Et ouais, il a fait le petit t-shirt. Bon, oui, donc à Maker, il voulait pas le gagner, ce titre dès la Heat. Hampshire, ouais. Hampshire, il nous fait du Hampshire dès la Heat. Non, mais c'est vrai que comment il roule quand même, je sais pas comment il fait. Il a vraiment, lui, il roule comme s'il avait plusieurs vies, quoi. Parce que même en finale, quand il va ensuite dans les whoops et tout, tu le vois vraiment à fond sur l'arrière, à bout de bras, poigné dans l'angle. Et on verra ce qui se passe. Ouais, et puis ouais, quand il arrive dans l'inter là comme ça, enfin il avait une cocotte minute qui avait déjà explosé, quoi. Bon, j'ai même pas mis dans mes notes, mais bon, Digan, il a quand même survolé la course. On va juste, avant de revenir un peu sur le showdown, parler de l'accrochage entre Smith et Davies aux essais. Ouais. Parce que avant même qu'on voit l'angle du drone, je t'avais dit que Davies, il a quand même un petit peu déconné, parce que quand il se rate, après il enroule tout sans faire attention à ce qui l'entoure, comme s'il était tout seul sur la piste. Et du coup, malheureusement, il se fait atterrir dessus, enfin même complètement rentrer dedans. J'ai envie de dire heureusement, après je connais pas la gravité de sa blessure au bras, parce que bon, on sait que Roczen, il a eu qu'une blessure au bras en 2017 et ça lui a coûté quand même très cher au niveau de sa carrière. Mais bon, entre guillemets, heureusement, c'est quand même que le bras, parce qu'on le voit prendre la roue avant de Smith dans le dos. Mais ouais, qu'est-ce que tu penses de cet accrochage ? Moi, avant de voir la vue du drone, justement, et donc de voir un peu où il se plaçait sur la piste. Et même qu'il zigzague un peu, on voit sur la vue du drone voilà. au final. Avant de voir ça, je me suis dit, Smith, si tu lèves un peu la tête, tu vois qu'il y a un mec devant et il s'est raté. Il y a quoi ? Il y a peut-être deux. Ouais, en vrai, ça passe vite, tu vois, mais il y a un certain temps. Il enroule une première, il se rate sur la table. Il enroule une première bosse et il enroule la deuxième, et quand il est sur la crête de la deuxième, il prend Smith sur... Ouais, parce que j'ai l'impression que quand tu le vois rater, il y a un certain temps avant que boum, il prenne le taquet. Donc après, tu vois, c'est pareil, il faudrait avoir un plus grand angle de voir un peu Smith à quel moment il décolle, parce qu'il y avait des gros sauts, donc peut-être que Smith aussi avait décollé depuis un moment quand tu le vois se rater, et que peut-être que quand il a décollé, on le voit pas encore se rater, tu Smith, vois. Il a fait le quadruple depuis avant la table, en fait. Ouais. Et donc peut-être que tu le vois pas encore se rater, peut-être qu'au moment où il est en bas pour faire le 4, il vient tout juste d'atterrir sur sa table, tu vois. Non, je pense pas, parce que c'est la même table, donc je pense que Davies... Ah, de laquelle il décolle. Davies se rate sur la table. Davies se rate sur la table, et Jordan décolle. Je pense qu'il décollait de l'appel de cette table. Mais il y a eu... Puis surtout, je pense qu'au moment où Jordan décolle, il voit Davies partir un peu sur la droite, sauf qu'au moment où il arrive, tu sais, Davies revient un peu en plein sur sa trajectoire, quoi. Ouais, enfin bon, du coup, à première vue, je me suis dit, Smith lève les yeux, lève la tête, et tu vois qu'il y a un mec qui est devant, et pour le coup qui s'est raté, t'en vois pas le gros saut, quoi, tu coupes. Et c'est vrai qu'après, quand tu vois la vue du drone, il se rate, il va un peu à droite, un peu à gauche, il prend tout son temps, un peu comme s'il était tout seul. Et derrière, non, effectivement, quand bien même, tu vois, sans même aller jusqu'à ce crash-là, s'il avait gêné, c'est relou, tu vois. Il y en a qui sont sur des temps chrono, et c'est vrai que souvent, t'en vois, quand ils se ratent, boum, ils sortent de la piste, ou alors ils essaient de vraiment se mettre sur le côté, monter très haut dans les virages pour pas gêner ceux qui arrivent derrière. Et c'est vrai que là, tu vois que son attitude, il se rate. Il essaie pas de ne pas gêner celui qui est derrière, tu vois, il prend son temps comme s'il était sur le terrain d'entraînement tout seul. Donc ça, c'est déjà un peu problématique. Et là, pour le coup, voilà, je sais pas exactement à quel moment Smith décolle. Je sais pas si Smith, s'il avait levé un peu plus la tête, ou si potentiellement il pouvait avoir le temps de réflexion de je dois couper parce qu'il y a un mec devant moi qui s'est raté. Au moment où tu prends la décision de sauter le 4, la décision est prise, et après tu le sautes, et
tu es obligé de prendre la décision, limite, avant même d'atterrir de ton. Je sais pas, je crois qu'ils faisaient un triple juste avant. Les mecs, ils faisaient double, triple, quadruple, simple. Donc, quand tu es dans le triple, peut-être tu regardes, tu vois encore. Davis devant, mais tu vois même pas qu'il est au ralenti. Tu te dis, bon, bah c'est bon, j'y vais. Et puis tu sautes, et c'est là que tu te dis ah merde. Parce que de toute façon, après, quand tu es sur l'appel, même si tu le vois, c'est trop tard. Tu peux pas couper à ce moment-là et te faire un triple et demi. Donc, après, c'est un petit peu, malheureusement, c'est un sport dangereux. Il y a beaucoup de pilotes sur une petite piste et c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ouais, moi, je trouve quand même que Davies, il aurait pu et dû faire un petit peu, être plus alerte en fait et faire un peu plus attention à pas être aussi lent en plein dans la trace en plus. Ouais. Puis tu le vois, ouais, zigzaguer pour éviter des ornières. Vraiment, ouais, il a, je pense, pas trop réfléchi sur ce coup-là et à mon avis, il a quand même une part de responsabilité dans l'accrochage. Ouais, c'est qu'il aurait dû agir comme sur un trip. Souvent sur le trip, ils le font quand ils se ratent avant et qu'ils glissent, qu'ils arrivent sur l'appel du trip. Hop, ils jettent un coup d'œil derrière pour voir s'il y en a un qui va sauter. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, ne m'atterrissez pas dessus. Voilà, savoir est-ce que je peux enrouler le trip ou pas. Pareil sur le saut d'arrivée. On les voit quand des fois ils ratent avant le saut d'arrivée ou qu'ils prennent à l'intérieur parce que dernier tour, etc., qu'ils prennent à l'intérieur. Ils mettent le coup d'œil quand même et soit ils remontent pas sur la bosse, ils en sortent. Soit voilà, ils ont regardé avant et du coup ils peuvent remonter pour éviter une Jason Anderson au Cross des Nations en Italie. Ouais, en Italie, à Maggiora. Donc ouais, c'est je sais pas si Davis du coup a l'entière responsabilité ou pas. Après, il y a aussi une part de c'est fait de course, tu peux pas. Ouais, tu peux pas de chance aussi un petit peu, bien sûr. Tu peux pas vraiment faire autrement. Les deux au mauvais endroit au mauvais moment, mais c'est vrai qu'un accrochage aussi moche, t'as quand même essais, envie de trouver des solutions pour pas que ça se reproduise, quoi. Ouais. C'est pas tellement pour jeter la pierre, mais c'est pour qu'on sache qui est fautif, pour savoir en fait quelle est la faute et ne pas la reproduire. C'est surtout ça. Moi, surtout mon raisonnement, des essais quand je cherche la responsabilité chez un pilote, c'est surtout ça mon raisonnement. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour que la prochaine fois qu'on se retrouve dans cette situation, on se dit la dernière fois il y a eu un accrochage et la meilleure chose à faire pour l'éviter, c'est de regarder derrière ou sortir vite de la trace. Et surtout, tu as raté ton on-off, refais un double le plus vite possible. Enfin voilà. Termine ton enchaînement le plus vite possible pour sortir de la zone dangereuse et ensuite tu laisseras passer et tu te mettras à côté des whoops et tout ça, quoi. Mais bon, évidemment, on souhaite un prompt rétablissement à Cole Davis qui ratera très certainement le début de l'outdoor. Et on va revenir un petit peu sur cette finale, donc dominée de la tête et des épaules par un Hayden Deegan qui de toute façon a pris un très bon départ et ne jouait pas de titre, je pense, à rouler sans pression. C'était peut-être la finale la plus fun de l'année pour lui, avec un terrain qui était quand même assez sympa, même si très, très sec, mais avec de beaux enchaînements et de beaux sauts. Et du coup, ça fait 2-1 les showdowns pour l'Ouest. Alors, je te le demande, Mr. Brap, quelle était la meilleure côte en 2025 ? Non, tu rigoles. Là, tu fais semblant. Non, franchement... Tu me taquines. Non, parce que... Parce qu'en plus, ce jour-là, Baumer, c'était quand même le deuxième meilleur pilote hier. Enfin, hier, samedi dernier. Aux essais, ça allait très vite. En hit, ça allait vite. Et là, après, il a ralenti de manière significative pour déranger Hamaker. Mais je pense que sinon, il faisait 2 sans problème, Baumer. Oui. Non, ouais, peut-être l'Ouest un peu, mais tu vois, moi, Hamaker, j'aurais bien aimé le voir toute la saison face à Deegan et Davis. J'ai envie de dire que Davis n'était pas là. Donc, parce que je pense que si Juju il s'assure pas de gagner son chèque KTM et que Davies est sur la piste, le podium il est full West. Évidemment là on spécule, mais moi c'est mais après parce que voilà les autres aussi jouaient leur titre et puis ouais, parce qu'ils jouaient leur titre. Parce que alors Deegan est parti devant et donc les autres derrière, donc forcément aussi ça aide. Mais enfin, je te dis, moi, un Maker au milieu des gars là, tu l'aurais mis sur la côte ouest. Je sais pas trop où je le positionne, tu vois. Je pense qu'il aurait quand même pu en gagner une ou deux et s'intercaler. Ce serait beau d'avoir un Maker et Deegan sur la même côte l'année prochaine. Et Davies aussi à la limite. Et Thrasher, il était où lui d'ailleurs ? Il a roulé là ? Bon, oui, il me semble qu'il a roulé, mais... Lui, c'est vraiment en dents de scie, quoi. C'est fou. Ouais. Bon, allez. Supercross 2025, tes pensées sur la catégorie 250. Surprise et déception. Tu commences par quoi que tu veux. Surprise à Maker. Je
attends, j'aurais pas mis un billet sur lui en début de saison, tu vois. Je pensais pas spécialement à lui. Je sais même pas si je l'aurais cité dans ceux qui vont rouler. Enfin, tu vois, j'y pensais vraiment pas beaucoup, quoi. Je suis d'accord. Donc, Moi, j'ai toujours. Maintenant, je peux le dire vu l'année qu'il a faite, mais jusque-là, je l'ai toujours sous-estimé. Mm. C'est un mec j'avais oublié qu'il avait gagné une course il y a 4 ans. Et il a fait quelques podiums depuis. Il a eu beaucoup de blessures. Il a eu déjà beaucoup de blessures quand il était amateur. C'est pour ça qu'il est passé pro un peu plus tard que d'autres. Mais pour moi, c'était un Swole. Tu vois, quand il s'accroche à Philadelphia l'année dernière, les deux, je me dis, de toute façon, c'est les deux mêmes. Donc, je roule sans trop réfléchir. Technique un peu approximative. Et puis j'y vais, quoi. Ouais, ouais, moi aussi je le voyais pas comme un prétendant et je le voyais plus faire un peu le nombre chez Kawa, tu vois, que de vraiment mettre un billet sur lui en ayant les espoirs sur lui, tu vois. Et donc au final, bonne surprise. Et puis moi j'aime bien l'état d'esprit et tout, donc tu vois, c'est un pilote que je supporte très bien l'année prochaine. Plus qu'un Digan, tu vois, face à un Digan, je serais plus pour Amaker. Il a pas la tête de con, comme tu dis, pour Digan, Amaker, donc... Il a plus la tête sur les épaules. Petite mention rapide, Austin Faulkner qui finit 22e en fait a déraillé ou cassé la chaîne. Problème sur la moto mécanique, ouais. J'ai vu. Ouais, ok. Mais petite victoire pour Austin Faulkner, il a fait les 10 épreuves du Supercross 250 Est cette année. Pour la première fois de sa vie, je crois. Pour la première fois. Ouais, je crois qu'il a dit dans son post Instagram qu'il a jamais fini une saison de Supercross, donc que ouais, voilà, c'était une victoire pour lui. Forcément que ça aurait pu être mieux, des meilleurs résultats, mais malgré tout, beaucoup de chutes encore cette année quand même pour Austin Faulkner. Dès qu'il a commencé à pousser un peu, puis même avant de pousser, enfin, il s'accrochait avec des privés en début d'année. On se rappelle que Mr. Brab, ça le froissait. mais ouais, encore quand même pas mal de chutes pour Austin Faulkner, donc va pas falloir compter que sur le airbag Alpine Star. Il va falloir quand même clean tout ça pour éviter de se retrouver tout le temps au sol comme ça, parce que plus tu chutes, plus tu augmentes les risques de blessures aussi quand même. C'est des maths simples, ça. Forcément. Donc ta surprise à Maker. Ouais. Surprise de Davis de l'autre côté. Ouais, forcément, je pense qu'on le mettra tous dans cette catégorie-là. Moi, Davis, depuis l'année dernière, quand il est en SX Future, je l'aime bien quand même. Parce que l'histoire il avait que 4 courses de SX Future avec Gas pour réussir et qu'on lui propose un contrat aux États-Unis, ou sinon c'était tu rentres en Nouvelle-Zélande et c'est fini pour toi. Ce baptême du feu, un petit peu, ce test ultime, et il était en train de le réussir. Je trouvais ça quand même très stylé. Tu vois. Ouais, moi j'avais pas spécialement entendu parler de lui avant de le voir là cette saison, parce que je regarde pas trop les Six Futures, donc j'étais pas trop au courant, mais je l'aime bien, mais cependant je suis surpris aussi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Ouais. Je vous dirais pas non, moi je l'avais vu venir. Mais ouais, non, c'est ça, ce qui est ouf quand même, c'est qu'à la base il était censé faire encore les Futures là cette année, et le mec il arrive là, et au final tu vois il a autant de victoires que Digan, parce qu'il y en avait une de plus, je crois, où ils étaient égalité en victoire. Non, maintenant Digan en a une de plus, parce que Digan vient de gagner sa 4e. C'était égalité. Parce qu'il a gagné, ils étaient à égalité avant que la semaine dernière, quand Digan le fait tomber et gagne la course. Ils étaient à 2 chacun. Ah, ok. Ah, donc ça fait... Oui, si, ils étaient à 2 chacun. Parce que Digan, il a gagné Anaheim 2, puis il a gagné le Triple Crown à Arlington. Et ensuite, il a gagné la Denver, puis Salt Lake City. Bon, enfin, en tout cas, voilà, on a vu qu'il était présent, que ce soit en vitesse aux essais, qu'en course, etc. Donc, manque un peu de racecraft, d'intelligence de course, et pour ne pas perdre celle justement où il se met dans les bottes de paille et éviter de se faire atterrir dessus aux essais, etc. Mais c'est sortir dans le même virage qu'aux essais par Digan. Mais ça fait quand même du bien de voir ça, parce que tu te dis justement, c'est vrai qu'après la saison parfaite de Jet Lawrence, et moi c'est ce que j'avais dit, de toute façon le seul truc qui pourrait justement un peu remettre les choses à niveau, ce serait une blessure en fait de Jet, de l'écarter des terrains pendant que d'autres continuent d'être sur le terrain et de grappiller un petit peu, tu vois. Ou une moto pourrie. Ouais, ou une moto pourrie, voilà, arriver à un modèle qui au final ne le match pas du tout et qui s'en sorte pas avec les réglages ou un truc comme ça, tu vois. Et donc c'était un peu pas course perdue, parce que ça peut arriver, mais c'est vrai que miser sur un truc comme ça, c'est comme miser sur le fait qu'il arrive quelque chose. Bon,
Tom, cette fois-ci, on a visé là-dessus. Et là, Puis en il a vrai, réussi, d'un mais- autre côté, on lui souhaite pas à Jet En Lawrence de plus, se faire parce mal. que voilà, quoi. moi, C'est que- j'apprécie le pilote depuis le début, donc je suis content de le voir performer comme ça. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, c'est ennuyeux quoi, de voir des courses sans arrêt. Le mec, surtout, qui part bien, donc il n'y a même pas de spectacle justement à revenir. Et puis même quand il revient, sinon tu te dis, bon, bah, quand il revient, il est au-dessus et il va faire qu'une bouchée, quoi. Il va pas y avoir trop de Ouais, mais à la matchs, limite, trop de c'est là batailles. qu'on tu voit vois. quelques trucs de ouf ou genre un scrub de malade, tu vois, genre dans sa bataille avec Tomac au SMX l'année dernière, je trouvais Ouais. qu'il faisait des gros scrubs sur le double quand il revenait dans le stade, des trucs comme ça. Et quand il est tout seul devant, il a pas besoin de pousser comme ça. Mm. Et oui, parfois tu vois des trucs magnifiques en motocross où il saute dans les trous et tout, mais là où tu vois les plus beaux flashs, c'est quand il est obligé de pousser un peu parce qu'il doit Ouais. remonter ou doubler quelqu'un quand même. Et du coup, en fait, Cole Davis redonne un peu aussi d'espoir là-dessus en se disant, bah, Pour le futur. voilà, il y en a d'autres quand même qui arrivent. Parce que Il y moi, aura pas que Digan. mais moi, pour l'instant, Digan, j'arrive pas à le voir devant. Et après, peut-être que je me pense trompe qu'avec complètement. son Je sais pas, je trouve. pilotage, Ouais. il a un plafond qui est plus bas que celui de Jet Mais ouais, Lawrence. moi, je trouve que son pilotage va le limiter à un moment donné, tu vois. Alors, le plafond de Digan est plus bas que le plafond de Jet Lawrence. Mais est-ce que tu penses que le plafond de Digan est plus bas que le niveau actuel de Jet Lawrence? Bon, on verra quand il montera sur une K150. Ouais, là, je saurais pas trop te dire, mais moi, je le vois pas comme un. Et après, c'est peut-être parce que justement, c'est deux styles complètement opposés, tu vois. Mais ne serait-ce qu'un Davis, je le vois déjà un peu plus, mais parce qu'il a un style qui se rapproche justement de Lawrence, de Jet, Sexton. C'est super propre, c'est très technique. Exactement. c'est coulé. Et que ça va vite. Dans les whoops, pareil. Que Digan, fait- des fois, tu le vois un peu pêcher dans les whoops. Enfin, voilà, tu le vois beaucoup en force. Digan, ça roule un peu à la Villopoto, en fait, non? Alors, bon, Ouais, c'est vrai, Villopoto, pas mal sur l'arrière aussi. Villopoto, il tournait encore plus avec l'arrière et tout, mais tu vois, enfin, Digan, il a pas peur d'aller faire patiner sa moto et tout, là où Davies ou Jet, bah justement, ils sont vraiment coulés, il n'y a pas de gros coups d'embrayage, là, ils cherchent tout le temps la motricité et le grip. Ouais. Digan, ouais, quand j'y pense, je le vois plus facilement en glisse, Mm, mm, mm. un peu à la Hampshire magnifié quand même, mais... Ouais, et mine de rien, il y a quand même des fois où il va vite, même comme ça. Ouais. Donc voilà, ouais, c'est un peu point d'interrogation. Je sais pas trop où je le verrai en 450. Et donc, lui, a priori, ce serait 450 en outdoor l'année prochaine, du coup. Ouais. Pire des cas, 2027, mais en théorie, motocross, je pense que ça va dépendre. Ça va dépendre de déjà s'il gagne cette année ou s'il est au final aux fraises. Mais je pense qu'il sera pas. Même s'il gagne pas, à mon avis, il sera pas aux fraises cette année, Digan. Il disait dans la conférence de presse que dès qu'il va sur un terrain de motocross, il a la banane et qu'il est super content et que le sourire repart dès qu'il remonte sur un terrain de supercross. Ouais. Ouais, donc bon, à voir en tout cas, mais c'est cool pour le futur parce que je pense que Lawrence là, Jet Lawrence, il a quel âge lui 24 maintenant? Non, il va avoir 22 là. Il va avoir 22 cet été, Jet Lawrence. Ah ouais. Ah, tant d'écart, merde. Ouais. Ouais. Et ben. Ouais, les autres. Ouais, Sexton, si, il va rester encore un moment, Sexton, je pense. Donc. Mais voilà, qu'on n'ait pas juste Sexton Lawrence quand Tomac sera parti et qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Et puis, mine de rien, voilà, si on a des Justin Cooper aussi qui arrivent à réduire un peu l'écart, des gars comme ça qui viennent réduire tout ça, ça peut être sympa. J'espère que Hunter Lawrence, même chose, il va continuer petit à petit d'augmenter en rythme et que ça va faire des manches serrées, quoi, sur tout ça, qui est le plus intéressant en tant que spectateur, qui est de la bataille, quoi. Ouais, parce que c'est un peu du coup ce que je reprochais moi dans ma tête à cette saison 2025, c'est que on n'a pas eu beaucoup. Tu vois, quand je repense aux courses qui se sont passées, quelle a été ma course préférée, laquelle j'ai envie de revoir, bah, il n'y en a pas beaucoup où il y a de la bataille pendant la manche pour la victoire. Et on a San Diego avec Jet et Tomac. Seattle, c'était pas mal avec Webb et Sexton. Et en dehors de ça, la plupart du temps, c'était la course à Daytona aussi avec la victoire de Roxen. En plus, Roxen, ils reviennent derrière, elle est cool. Mais il y a eu beaucoup de courses où, au final, l'implication pour le championnat était toujours intéressante à regarder, mais la course en elle-même, il y en a beaucoup où elles sont bien, mais elles sont pas passionnantes. Ah ouais, et c'est pour ça que tu vois, toi qui aimes bien justement quand ça se termine entre deux pilotes uniquement le championnat, tu vois, là par exemple, c'est chiant parce que tu as les 5 dernières courses, tu sais qu'ils vont finir 1 et 2 côte de sûr, les mecs. Donc, un peu comme nous quand on jouait aux jeux vidéo. Oui, mais tu vois, moi, ce que je disais quand on regardait, c'était East of the Force, je crois, où il y avait les deux séries de Whoops.
Après, il nous montre Barcia et tout, mais en fait, moi, j'ai envie de voir, j'ai envie de regarder, même pendant au moins les 10 premières minutes, ou juste Webb et Sexton qui se battent pour le titre, et voir s'il y en a un qui fait. Parce que, par contre, la moindre erreur coûte super cher, tu vois. Et moi, ce niveau de pression et tout, c'est ce qui m'intéresse. Et du coup, si j'avais été dans le stade, j'aurais regardé que les deux premiers pendant 10 minutes jusqu'à ce que Sexton il ait 8 secondes d'avance et que je vois que Webb il avait rien pour lui. Et je me disais, bon, bah, je regarderai Sexton si je vois qu'il a calé ou perdu l'avant, tu vois. Mais en attendant, ouais, au début de la course, il y a quand même un enjeu qui est énorme et je trouve que c'est pas dépourvu d'intérêt, même si, enfin, tu vois, même s'il reste qu'à 1 ou 2 secondes l'un de l'autre pendant quelques tours, il n'y a pas de vraie bataille, mais ça reste intéressant à regarder, je trouve. Ouais, et encore, parce que là, il y avait Sexton qui devait gagner les 5 d'affilée, mais le fait que tu remets Jet, Hunter, Tomac sur la piste, déjà, t'en remets 3 qui peuvent s'intercaler facilement voilà, devant Webb. Et donc là, le championnat, bon, après, qui peuvent aussi s'intercaler devant Sexton. C'est pas manche gagnée pour Sexton. Mais du coup, ça rend le truc encore plus palpitant quand même, où tu te dis, bon, Sexton, faut qu'il gagne. Mais s'il gagne, c'est possible, il en est capable. C'est pas impossible, là, par contre, que Webb finisse 7, 8, tu vois, derrière, quoi. Donc, même si, bon, on a vu que même quand il y a du monde, Webb, il est capable d'être là au bon moment, de faire des petits Ouais. podiums par-ci, des petits podiums par-là, et de marquer des gros points. Donc, D'aller arracher une victoire. voilà, donc, moi, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé cette fin de saison, qu'il n'y ait plus autant de mecs qui jouent devant, quoi, qui peuvent venir s'intercaler entre les deux, quoi, que les deux soient vraiment, et encore vraiment au-dessus. Webb n'a pas vraiment été au-dessus, mais je pense que, voilà, c'est ce qu'il disait dans une conférence de presse, genre oui, vous dites que mathématiquement c'est facile parce que j'ai plus qu'à finir deuxième et je suis assuré du titre, mais finir deuxième avec ces gars-là, c'est pas si facile. Si, c'est pas facile, mais avec les gars qui y a actuellement, après, t'es pas à l'abri encore une fois d'une Voilà, chute. il peut toujours arriver quelque chose. Exactement, c'est ça. donc Tu c'est tombes, pas, tu pètes un levier d'embrayage. Ou quoi. c'est pas facile, mais dans une position où ça va, il peut quand même souffler un peu, tu vois, où c'est pas Sexton, où faut que je les gagne toutes. Et 2, il faut que j'espère qu'il y en ait une où Webb finisse. Non. S'il les gagnait toutes, c'était bon, mais. Ouais. Donc, non, il était quand même dans la meilleure des positions. Par contre, voilà, Oui. tu te dis, tu es dans cette position-là et tu rajoutes un Thomas et les frères Lorenz, tu rajoutes 3 gars comme ça. Ouais, c'est pas un Roxane aussi en bonne forme, tu vois. Bah là, c'est pas impossible que. Donc, non, on peut pas dire du tout que c'est facile. Enfin, tu vois, je pense que ça serait venu à l'idée de personne de dire à Webb, bon, là, ça va, mathématiquement, t'as plus qu'à finir deuxième et c'est bon. Ah non, c'est clair. Tu rajoutes ces gars-là, tu dis pas, t'as plus non. qu'à finir deuxième. Il n'y a rien qui est fini jusqu'au bout, quoi. Ok, ouais. En fait, le problème, c'est pas tellement que le championnat se jouait entre deux pilotes à la fin, mais c'est que c'était aussi les deux seuls qui restaient sur la piste. Oui, c'est ça. C'est que même si ces gars-là, ils avaient raté des courses et qu'ils étaient Thomas revenus au meilleur comme niveau. il avait dit, ou... Voilà, et puis qu'ils étaient revenus au meilleur niveau. Et encore, Thomas qui serait revenu et il roule sur une bleue. Il se serait pas intercalé. Un peu noir, mais. Bon, voilà. Mais bon, ouais, moi je trouve ça un petit peu dommage. Et du coup, c'est vrai que les courses, elles étaient un peu moins. Enfin, on pouvait que apprécier le Sexton déroulé, quoi. Et pas énormément de batailles. Mais bon, ouais, Webb, moi je l'ai senti vraiment un peu au bout du rouleau, quoi. Mm. Et je suis étonné quand même qu'il reparte, tu vois, par exemple, l'année prochaine. Moi, il a une augmentation de salaire maintenant que Dunes il a fait ses 2 premières années avec Thomas Ouais, Quar et qu'en plus il a gagné le titre. Donc si, il faut le faire, même si c'est pour faire 3e du championnat, tu récupères un bonus, tu prends ton salaire, tu essaies de gagner des courses. Puis il n'est pas à l'abri de... Ouais. Mais on va terminer très vite sur la catégorie 250, puis après on va passer en balle comme un James Stewart dans les hoops sur la catégorie 450, parce qu'on a un autre épisode à enregistrer juste après et tu dois partir. Mais de toute façon, sur la catégorie 450, sur la course de Salt Lake City, il n'y a pas grand-chose à dire. On va reparler très rapidement du championnat. Surprise pour moi, c'est les 7 vainqueurs à l'Est en 250. Je m'y attendais pas. Et ma déception, mais c'est en même temps cette déception qui a amené aussi 7 vainqueurs à l'Est, je pense, c'est qu'il y a eu beaucoup de blessures. Donc, malheureusement, on a manqué. Je pense que le championnat aurait été plus relevé. Et à l'Est, c'était palpitant. Il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Mais les courses auraient été peut-être aussi encore un peu plus croustillantes si on avait gardé tous nos top pilotes, Anstie, Kitchen, McAdoo. Si à l'Ouest, on n'avait pas perdu un Shimoda pour la première moitié avec ses doigts cassés. Pareil pour Baumer après, qui était plus tellement un prétendant. Enfin, il se battait plus trop pour la victoire depuis qu'il avait mal à l'épaule. Donc tout ça a été Jordan Smith qui était bien placé avant de s'éclater dans les hoops à Arlington. Donc tout ça, je trouve que ça a relevé
amoindrit un petit peu mon appréciation du championnat. En 450, donc, Webb remporte son troisième titre, son dernier titre d'après Mister Brap. Il n'y a que 7 pilotes en 50 ans de Supercross qui ont gagné 3 titres ou plus. Enfin, Webb, c'est le 7e. Et moi, j'ai fait un petit calcul rapidement, mais ces 7 pilotes, ils ont quand même remporté plus de 50% de tous les titres Supercross 450 qu'il y a eu depuis la création du championnat. Donc c'est un peu, voilà, si vous êtes de gauche, ça va vous gaver parce que c'est un peu comme ces riches qui ont, t'en as 10 pour 50% des richesses de la planète, là t'en as 7 pour 50% des titres qui étaient à prendre. Et en même temps, McGrath, il s'en est pris 7 rien que pour lui, quoi, donc sympa. Il laisse pas une miette. 7 vainqueurs de finale en 450, c'était une belle saison quand même. Ouais. Encore une fois, sans les blessures, on n'en aurait peut-être pas eu autant. Parce qu'on a un Thomas on a un Jet déjà qui gagne et qui se blesse la semaine d'après. On a un Thomas qui gagne et qui se blesse 2 semaines après. Je sais pas si on n'aurait pas eu autant, mais on n'aurait peut-être pas eu Webb et Sexton qui en auraient eu autant, eux, pour le coup, tu vois. Mais, Et tu penses qu'on a aussi Malcolm qui gagne, aussi... Malcolm, comme il a roulé, franchement... Aussi Plessinger qui gagne. C'est Louis. Plessinger, c'est dans la boue, donc ouais, je lui donne quand même si tu mets un Tomac, les frères Lawrence, enfin surtout les frères Lawrence. Enfin, tu mets Jet la boue, rien à foutre. Jette la moto, on se souvient l'année dernière, ça le saoule. Ouais. Non, franchement, Plessinger, du coup, je lui donne aussi celle-là. Et Malcolm Stewart, pareil, la façon dont il a roulé. Et Roxen, il gagne Daytona si on a Jet et Tomac derrière la grille. Je sais un peu énormément de la course que c'était, mais tu vois, je me dis, c'est pas impossible. En plus, il revient, tu sais, t'as Sexton qui s'explose en hit, et Roxen, il revient un peu de derrière et il va doubler Webb pour gagner à Daytona. Ouais, voilà, si je me dis, non, peut-être Tomac qui fait le all shot ou Jet qui fait le all shot, c'est peut-être qu'il remonte pas sur un Jet ou un Tomac à Daytona, mais je me dis, c'est pas impossible non plus, donc à la limite, ouais, tu vois, il y a peut-être celle de Roxen que je mets en point d'interrogation parce que c'est Daytona en plus et qu'on sait que Jet et Tomac à Daytona sont particulièrement bons. Donc il y a peut-être celle-là que je mets en suspens, mais qui n'est pas impossible non plus. Donc je pense juste peut-être qu'on a un Sexton qui en a peut-être pas autant, tu vois, là, en fin de saison en fait. Parce que sur les 5 dernières, il en gagne 4. Quoi. Ouais. Surprise en catégorie 450 Webb quand même, parce qu'au début de saison, moi je voyais pas du tout gagner. Alors qu'il s'est déchiré le ligament dans le pouce, le même que l'année dernière, au mois de décembre. Hein. Je voyais pas spécialement. Parce que Webb, après le Supercross de Paris, on en parlait quand même. On disait que bon, il gagne le Supercross de Paris. Bon, Jet, il fait quelques erreurs et j'avais l'impression qu'il le prenait pas très au sérieux. Mais tu voyais que Webb était plus en avance dans sa préparation par rapport à l'année d'avant où il était vraiment aux fraises. Et du coup, moi, c'est vrai qu'après, quand tu vois son début de saison, parce qu'il a raté beaucoup de roulage au mois de décembre et qu'il était certainement encore endolori, au début de saison, tu vois Webb et tu dis ça va être chaud 2025 pour Cooper Webb. Mais avant ça, il était quand même dans une bonne position. Ouais, enfin c'est pareil, c'est que de Paris, t'as juste Jet Lawrence qui se fout par terre, quoi. Donc, enfin juste, non, il y a Hunter Malcolm, aussi. Oui, mais Malcolm Stewart, déjà je l'attendais pas à le voir gagner et on l'attendait pas de toute façon à jouer la gagne sur le championnat. Donc c'est il y a des courses comme ça. Enfin tu vois, tu regardes Saint-Ostrebert, je crois que c'est en France, hein, il me semble. T'as Paturel, Jeffrey Harlings là qui sont partis la faire. La course c'est un MX international. D'ailleurs. Enfin, moi, quand j'ai vu beaucoup de monde en parler de ce terrain-là, petit aparté, du coup. Le truc, t'es sur un champ, il y a à moitié de l'herbe, quoi. Enfin, c'est des montées, des descentes un peu. J'ai vu ça, je croyais que c'était un truc d'enduro au début. Mais oui, exactement. Ça fait truc d'enduro. Tu passes dans des bois avec une largeur c'est moins large que les terrains d'Île-de-France. Et tout le monde en parle genre un peu comme si c'est un peu du coup après ça ramène des bons pilotes. Vu qu'il y a des bons pilotes, j'imagine qu'il y avait du beau spectacle. Puis après moi j'ai vu des toutes petites mais vidéos de la poussière aussi, enfin tu vois, et pas large, passer un peu dans les bois. Ouais, moi je trouve que ça fait un peu enduro aussi, donc un peu bizarre. Enfin bref, du coup t'as un Paturel qui était pas loin d'Airlings, qui est remonté sur lui, etc. Bon, Airlings un peu diminué aussi, mais tu vois quand tu élimines déjà plein de monde, t'enlèves Fev, Geyser, Conan, etc. T'enlèves les mecs du plateau de base. C'est un peu plus facile de voir un pilote un peu de second couteau se retrouver pas loin au final du meilleur pilote, tu vois. Je trouve que c'est souvent ça, c'est un scénario que je ne saurais trop expliquer au final. Est-ce que c'est la piste qui donne ça ou est-ce que c'est le fait justement que, enfin, je sais pas exactement. Je pense que c'est le fait d'intercaler aussi des pilotes entre, tu vois. Ouais.
C'est perdre des positions au début, ça te fait perdre aussi beaucoup de temps. Et peut-être que ça élève quand même le niveau aussi des premiers quand tu sais, enfin, Ouais. pas forcément de savoir, il y a Gageur, il va falloir que j'en mette, mais Puis la manche est sûrement plus courte aussi. ouais, je sais pas. Mais enfin bon, du coup, tu vois, t'as des courses comme ça où tu te dis, waouh, le mec, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, ou même aux nations, où tu vois des mecs, voilà, sur des épreuves comme ça, ou des épreuves du coup où tu descends d'un niveau, tu vas en championnat de France élite, ou je sais pas, des trucs comme ça, et tu te rends compte que le mec, waouh, chaud, le gars, il était pas loin de lui qui fait Ouais. le mondial, qui fait ceci, Genre, qui fait t'as cela. Després qui fait 2 derrière Erlings. Ou Voilà, comme ça. par exemple, et qui en était pas trop loin, qui s'est bataillé avec lui pendant un moment de la manche, et tu vois ça, et au final, en fait, tu les mets sur une saison de GP, parce que là, t'as envie de te dire, bon, bah, tu vois, tu es un Paturel, bah, t'as envie de te dire, mais mec, joue le top 5 mondial, parce que là, il se rapproche du top 5, Erlings, tu vois, bah, va en mondial et joue top 5 mondial, tu Ou vois. top 10 pour sûr. Mais... Voilà, et, Après, pour gagner 3 francs 6 sous, ouais, et au final, bah, tu te aller dis, jusqu'en Chine et en Argentine. tu te dis non, oui, il a fait là un peu sur un coup d'éclat, sur un terrain particulier, une course qui est pas dans son championnat Erlings et tout. Au final, il y a plein de facteurs qui sont différents et ça ne veut pas dire que Paturel n'est pas loin du niveau d'Erlings en motocross à l'heure actuelle. Et donc, je sais plus trop pourquoi on en est venu jusque-là, quel était le sujet Je de me souviens base. même plus non plus. Ouais. Si, parce que en fait, on disait Malcolm Stewart juste derrière Webb à Paris, et tu disais qu'à Paris, en Oui. fait, le plateau était pas très relevé. Non, en fait, ouais, Webb, du coup, derrière Lorenz, qui au final, bon, il était quand même. Devant Lorenz. Ouais, en vitesse, il était derrière lui, quoi. Oui, et en vitesse, et Lorenz lui a donné en tombant, quoi. Enfin, bon, après, ça fait partie de la course, Après, encore une fois. Mais en on voit. vitesse, il était moins loin de Lorenz que Paris 2023. Voilà, Mais mais après, Lorenz, il était sur une 2025 qu'il aimait pas et qu'il avait pas encore réglé et tout ça. moi, voilà, ce que je veux dire, c'est que le SX de Paris, je le voyais pas comme oula, Webb, attention, l'année prochaine. Parce que dans ce cas-là, Non, même Ferrandis, hein, parce que moi non Ferrandis, il plus. était plus proche de Webb. Il se bataillait avec Malcolm Stewart. Bah oui, Malcolm Oui, mais Stewart, il a gagné attends, cette Webb, année. il était plus proche, il était plus avancé dans sa préparation que l'année d'avant. Et l'année d'avant, Webb finit deuxième du championnat, derrière Lorenz en SXUS. Donc c'est pour ça que moi, je me disais pas non plus attention Webb en 2025 quand je l'ai vu en novembre, mais je me suis dit ah quand même d'habitude il est pas aussi bon en novembre et il est pas trop mal la saison, donc ça peut être quelque chose. Ouais. Après je suis quand même, enfin voilà, en janvier tu m'aurais dit est-ce que Webb il va être champion SXUS cette année, je t'aurais dit non. Je le mettais derrière Lorenz, derrière Tomac, derrière Sexton. Et ouais, je pense que je l'aurais mis en 4e favori. Tu vois. Donc, bon, il y en a 2 qui sont sortis et l'autre, il l'a battu. Surprise, moi. Moi aussi, moi, surprise. J'allais garder un œil sur lui, comme je l'avais dit, mais Malcolm Stewart qui gagne une course, surprise. Ouais. Surprise, agréable surprise. Et dans les déceptions, bah, c'est mon Tomac que j'ai vu que 3 courses, 4 courses. Voilà, je voulais voir plus de Tomac. Après, je suis content de savoir qu'il cherche un contrat de 2 ans et que c'était pas la dernière année pour Tomac. Et l'autre, déjà en 2020, il va se retrouver en 2027 encore à rouler. Alors que le gars en 2023, il avait dit bon, les gars, là, je vais pas prendre de décision trop rapide, mais bon. Ouais, mais s'il a, pas bon pour la suite. s'il a envie et qu'il est compétitif, qu'il se fasse plaisir, qu'il écoute pas les gens qui disent qu'il est vieux, hein, il n'y a pas de mal. Roule, mon gars. Si là, il a quel âge lui? Et je crois qu'il a 32 et qu'il va sur 33 cette année, mais je crois qu'il est de fin d'année, du mois de novembre ou quelque chose comme ça, lui. Donc je sais pas s'il a déjà 33 ou s'il a 32 pour l'instant. Purée. Ça va l'amener à 35 cette histoire 34, 35 ans. Il y a peut-être 33 plutôt. Ouais. S'il prend 2 ans là. Mais il se sent bien dans son corps, donc ça va. Et LeBron, il a 41 ans l'année prochaine. Il s'arrête pas. Hein. Enfin, LeBron, c'est. Il passe son temps à courir et sauter. Au final, c'est un tank le mec, donc tu vois, même à 50 ans, il pourra jouer contre Stephen Curry. Et bon, en 1 contre 1, ça peut être un peu compliqué, mais c'est pas Stephen Curry qui se mettra en travers de son chemin et qui l'empêchera d'aller mettre un petit dunk. Hein. Que Tomac, à un moment donné, même si c'est un bûcheron, Tomac aussi, tu ne pourras pas couvrir toute la piste et empêcher tout le monde de passer. Enfin, il faudra qu'il apprenne à rouler comme Fritz. Ouais, mais LeBron, physiquement, il tient quand même, tu vois. Il se met pas à jouer que 20 minutes et tout. À 40 ans, il est encore quand même bien. Il s'est entretenu. Après, c'est l'avantage aussi de ne pas avoir eu beaucoup de blessures graves dans sa carrière, j'imagine. C'est vrai que là, Tomac, alors qu'il est avancé dans ses années, bon, elles sont pas toutes aussi graves que le tendon d'Achille, mais il les accumule un petit peu et ça empêche de se maintenir, quoi. Déception pour toi? En 450 ? Ouais.
Allez, très vite, là, sans réfléchir. J'en ai pas. Le manque de Honda aux avant-postes. Hein. J'en ai pas qui me viennent. Non, mais ça serait un peu plus les blessés, du coup, pour revenir sur tout ce qu'on disait, qui manquait un peu. Et un peu Ferrandis, mais pas tant sur ses performances, juste encore une fois, parce que c'était le français derrière la grille de départ en 4,50. Déçu par Ferrandis ou pour Ferrandis? Ouais, un peu des deux. Par lui, pour moi, mais pour lui et par moi. Non, t'as vu qu'il a une fracture. Donc en français, c'est une fracture de fatigue en fait, non? De fatigue ou de stress, on appelle ça. Sur la jambe gauche, donc il va rater une bonne partie de l'outdoor, voire tout l'outdoor, et espère être de retour pour les derniers motocross ou le super motocross. Ouais, c'est malheureux. Bon, vivement 2026. Ouais. Déjà? T'as déjà d'être à Anaheim 2026 là? Doucement. T'as envie de te régaler avec le MX quand même? Ouais. Depuis, ça fait combien de courses que tu te dis bon, vivement le MX? Qu'on reparte à zéro, qu'on retrouve du monde? Non, je me disais pas ça. Moi, j'étais content de voir les Supercross et tout. C'est maintenant que c'est terminé, voilà, c'est quand que ça commence là. Moi, j'avoue que ça fait peut-être 4 Supercross que je me dis bon, allez, MX là. Non, j'étais encore les Lorenz, Tomac, pris dans le 250 Est, le 450 aussi, où je voulais voir un peu comment ça se. Mais ouais, du coup, j'y pensais pas trop. Mais c'est vrai que là, maintenant que ça s'est terminé, tu penses et là, c'est ça. Ça commence quand du coup? Dans 2 semaines. Ok, comme d'hab, un petit week-end de pause et voilà. Je veux juste très vite sur le MXGP. J'ai 2 trucs à dire. Je sais pas si tu as suivi des replays. Juste le highlight. Ouais. Ok. Ça va suffire. Alors, déjà moi le premier, mais je pense que je suis pas le seul, parle souvent de Sexton qui fait des erreurs tout seul en tête et tout. Mais en fait, Fèvre, ça lui arrive souvent aussi. Déjà l'année où il se battait, pas tellement l'année dernière, mais l'année d'avant, là, quand il se battait contre Prado en un contrat, parce que l'année dernière, il a raté lui aussi pour blessure au pouce une bonne partie de l'année. Mais même en deuxième moitié de championnat, quand Fèvre gagnait pas mal de grands prix et de courses, c'est arrivé au moins 3 fois que tout seul en tête, une petite chute et du coup il gagne pas la manche ou quoi. Donc Romain Fèvre, ça lui arrive aussi quand même beaucoup. Et deuxième chose que je veux dire, c'est que je trouve que Kai de Wolf a un petit souci. Mais après, c'est peut-être un truc de Hollandais. Parce que il a été interviewé après sa deuxième manche et il a dit je suis revenu de loin et tout, et un peu comme Tomac quand il avait des manches de beast mode, là c'était un peu beast mode quoi, donc je suis content. Le mec il s'auto-compare à Tomac et c'est le même Kai de Wolf qui l'année dernière après les Nations dit Digan n'était pas là et tant pis, mais je pense que je peux dire que je suis le meilleur pilote 250 du monde maintenant. Et ça me rappelle Erlings aussi, qui s'était autoproclamé pilote de motocross le plus rapide de la planète sur son Instagram après avoir gagné son titre en 2021, je crois, ou c'était celui d'avant en 2019. Et aussi Erlings qui disait qu'après avoir gagné, même pas avoir gagné, eux ils avaient fini deuxième aux Nations à Red Bull en 2018. Et il disait en espérant que ça mette un peu un terme aux discussions États-Unis contre Europe, parce qu'on les a fumés sur leur terrain. Enfin, les gars, c'est quoi votre problème? Moi, je trouve que D-Wolf, c'est encore pire, parce que autant Erlings, il y en a quand même qui parlaient de lui comme le pilote le plus rapide. Après, qu'ils le mettent dans sa bio, effectivement, je trouve que c'était un peu. Voilà, mais. Et tu vois, je le prenais pas du tout comme ça, mais parce que là, du coup, De Wolf, il s'auto-compare à Tomac, alors qu'il a même pas fait il a pas accompli le quart de ce que Tomac a accompli dans sa carrière, et il s'auto-compare. Tu vois, c'est un peu comme Jet qui dit. Et encore, Jet, il a dit que son objectif c'était de battre le record de McGrath. Mais il a pas dit j'ai un peu de Jérémy McGrath en moi, tu vois. Mais il a pas dit je suis le nouveau king, les gars. Non plus. Et tu vois, je l'ai jamais pris comme ça, mais Koldenhoff, qui est aussi néerlandais, il a le numéro 259 et tu l'avais entendu dire aux Nations à Assen que c'était parce que James Stewart. Alors moi je l'ai toujours pris comme je suis fan de James Stewart, je mets son numéro comme LeBron avec le 23 pour Jordan, tu vois. Et jamais genre je suis un peu le nouveau, je pense que je vais être le nouveau James Stewart, je prends le 259. Non, oui, Koldenhoff il avait dit que c'était c'était son idole en fait, James Stewart, donc pas qu'il je le mets pas dans la même case. C'est peut-être juste De Wolf. Non, parce qu'en plus, quand t'es comme ça, ton objectif, c'est justement tu portes ton numéro et c'est mon numéro qui remplacera le 259, tu vois, ou qui remplacera le 7. C'est moi qui prends sa place, pas je prends son 7 parce que je suis aussi bon que lui ou meilleur que lui, tu vois, je pense. Donc il y avait vraiment ce côté où c'était son idole. Mais non, c'est vrai que De Wolf, c'est assez drôle parce que.
Enfin, c'est les gens qui parlent, qui donnent Tomac, c'est pas lui-même décrit comme voilà, Beast Mode, etc. C'est les gens qui l'ont fait et lui, et il est là, on dirait. Ah, je suis en GP, ça parle pas autant de nous, dites la même chose de moi, regardez, je suis aussi bon, je domine mon sujet en MX2 et tout. Eh les gars, je peux être Beast Mode moi aussi, allez-y, viens, on dit je suis Beast Mode. Ouais, on dirait un peu, il recherche. Tu sais, je le vois comme un petit peu qui cherche l'attention, genre, moi aussi, regardez, vous avez ma performance. Parce que tu es revenu peut-être de la 11e à la 3e ou 2e place, je sais plus exactement, mais dans une catégorie 250 où les mecs ont 23 ans ou plus, ou moins, tu vois. Oui, et puis surtout. C'est pas comme Thomas qui. En 250, chercher, en GP. Les tops de son époque. Encore une fois, en GP, il vient faire ça, justement, vient aux US, là, mettre la piquette déjà en 250 à tous les noms qu'il y a en 250, parce qu'encore une fois, tous les mecs de 250 que tu mets en outdoor, tu les mets face aux mecs de GP, et pourtant, ils font ça toute l'année, tu vois. Je sais pas, j'ai pas spécialement de nom là, mais à part les trois premiers peut-être du MX2, je les vois pas finir devant Digan, Kitchen. Et en plus de Wolf l'année dernière, là, avec je suis le meilleur pilote de 250 du monde, il s'était fait fumer la veille par Vial et ensuite les stratégies de partir, puis Vial il s'arrête 3 fois pour des lunettes aux Nations le dimanche, mais tu vois les stratégies de qui part où avec les 450. Conan aussi, au final il était en 250. Non, au final il est en 450. Conan il était en. Il devait rouler en 450, mais finalement, il avait roulé en sur 250. Et il s'est fait une clavette. Mais avant ça, il était devant lui. Oui, bien sûr. Et pour le coup, lui, il revenait, il avait doublé Roxen. C'est peut-être le champion de l'autoconviction, Kaido Wolf. Après, sur la piste et tout, je l'aime bien, hein, mais c'est juste ses commentaires et tout qui parfois. Et il a fait une belle course, mais dire je suis Beast Mode. C'est que le mec, il aimerait sur Instagram voir des posts avec faut mettre les choses en perspective un petit peu quoi aussi. Genre la catégorie MX2, ils n'ont pas plus de 23 ans, c'est quand même que des mecs qui manquent un peu d'expérience. Ils sont pas plus de 23 derrière la grille. Aussi. Donc bon. Enfin voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur le MXGP. Sinon, je crois que le championnat du monde cette année, c'est le championnat du monde de Gadou. et à la semaine prochaine. Alors merci de nous avoir suivis. Putain, on n'a pas fait le tirage au sort. Bah ouais. Allez, sors ton téléphone. Bah ouais, mais tu le dis pas. Donc comme j'ai dit, on a 10 personnes. Non, pas 10 personnes. Parce qu'on en a un qui a été malin, qui a commenté sur pas mal de vidéos. Et qui a eu le bon pronostic sur toutes ces vidéos. Donc il a plus de chances de gagner que les autres. Mais voilà, on a 10 commentaires éligibles à la victoire et on va tirer au sort du coup un numéro entre 1 et 10. Je les ai associés à des numéros, donc le commentaire numéro 1, c'est le premier commentaire qui avait le bon pronostic dans la plus ancienne vidéo et ainsi de suite, donc c'est par ordre chronologique des commentaires qui ont le bon pronostic. Tu nous as tiré au sort le numéro non, déjà encore, ou pas ? On montre qu'on est sur un site internet, là, un peu à l'arrache. Voilà. Génération de nombres aléatoires, donc de 1 à 10, puisque tu m'as dit qu'il y avait 10 commentaires éligibles au gain de la tenue. Exactement. Nombre d'éléments à sélectionner par tirage 1, il n'y a qu'un seul gagnant. Hein, voilà. Je ne pas qu'on va tous se régaler. Et après, il n'y a plus qu'à cliquer sur générer. Et vas-y, c'est parti. 3, 2, 1, c'est le numéro 6 le qui numéro sort. 6, le numéro 6, c'est Vitinha 93-86. Donc, de toute façon, j'irai répondre en dessous du commentaire de Vitinha pour lui annoncer la bonne nouvelle. Vitinha, bravo à toi. Tu gagnes une tenue 200% perso MGT Design Racewear. C'est des tenues qui bichent près du corps pour vraiment une silhouette vraiment majestueuse, sublime. C'est un look agressif sur les terrains. Les gens en parlent, les gens regardent, les gens adorent. Donc tu vas kiffer aussi. Bravo à toi déjà d'avoir pronostiqué Digan, Vial, c'était quand même pas gagné, ouais. et Webb. En plus à l'épisode 32, donc il y a quand même 5 semaines, voire 6. C'était peut-être avant la pause. Non, je crois que c'était après la pause. Mais voilà, pas mal. Bravo Vitinha. Et à tous les autres, on essaiera de faire un autre concours à un autre moment et il y aura d'autres opportunités puisque MGT Design et MGT Design Racewear sont quand même de super sponsors de ce Brap Show. Donc merci à eux de te faire gagner Vitinha cette tenue. Et nous on vous dit à la semaine prochaine pour la preview du Motocross US Outdoor.